Aujourd'hui, on va faire un format de vidéo un peu différent de celui d'habitude où on vous fait découvrir des endroits ici à Asunción au Paraguay. Le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de parler des points positifs et des points négatifs de la vie au Paraguay. Et tout de suite commencer par les côtés positifs qui, je pense, sont quand même plus nombreux que les côtés négatifs. Premier point d'intérêt qui attire quand même pas mal de monde, c'est une fiscalité attractive. Beaucoup disent oui, il y a une flat tax de 10% et tout. Alors non, c'est pas vraiment ça. Il n'y a pas une flat tax de 10%, il y a 10% de TVA en général, même 5% sur certains cas particuliers comme par exemple l'immobilier. Si tu loues un appartement, le propriétaire de l'appartement paye 5% d'impôt et pas 10%. Il y a d'autres cas particuliers comme par exemple l'achat d'essence, il n'y a pas d'impôt sur les différents combustibles. Et il y a aussi une taxe sur la richesse des entreprises, ce qu'ils appellent l'IRE, I-R-E, qui a des paliers. Donc ça dépend à partir de combien. D'ailleurs, on va regarder là tout de suite IRE Paraguay. C'est un impôt sur les rentes, les bénéfices ou les gains d'origine paraguayenne qui proviennent de différents types d'activités économiques du secteur primaire, secondaire ou tertiaire. IRE simple, c'est 10% sur la rentabilité nette. Ça fait 10% d'IVA, enfin d'IVA de TVA, donc l'équivalent, et 10% de IRE, de IRE. Alors, sur la TVA déductible, toutes les factures qui ont à voir avec votre secteur d'activité. Donc, par exemple, je sais pas moi, ici j'ai un magasin. Si je fais des livraisons et on me donne une facture de 100 000 guaranis, l'IVA, ça sera environ 10 000 guaranis. C'est pas vraiment ça parce que c'est 11%, c'est pas vraiment 10. C'est plutôt 11. Enfin, c'est divisé par 11 pour faire les 10%. Ces 10%-là, je peux les déduire de moi ce que j'ai à payer sur les impôts. Sur l'IRE, là, pour le coup, vous pouvez déduire le coût total des factures. Donc, en gros, j'ai plus ou moins fait mes calculs entre les différentes déductions et compagnie, même en payant l'impôt sur la fortune paraguayen, on se retrouve plutôt à payer à peu près entre 5 à 7% d'impôts en total. Mais intéressant de le savoir, parce qu'il y a énormément de gens qui disent 10% de flat tax, et ce n'est pas vrai. Par contre, taxe territoriale. Donc si vous êtes par exemple digital nomade en général, bien que j'apprécie peu cette expression-là, mais si vous faites des revenus online, par exemple, je sais pas, vous vendez de la formation, vous faites de l'e-commerce, vous êtes créateur sur OnlyFans et vous vous faites payer pour des revenus qui sont générés à l'étranger, vous pouvez les déclarer ici au Paraguay et être imposé à 0% sur ces revenus qui sont générés à l'étranger. Donc ça, c'est assez intéressant. Deuxième point, liberté et facilité d'entreprendre. Je vous avouerai que ça, c'est le point qui, moi, m'a l'air le plus sympa et le plus important. Actuellement, nous sommes à mon magasin de cigarettes électroniques et on a aussi un labo. On a commencé sans vraiment se poser de questions, il y a de ça 8 ans, avec moins de 1 000 euros. On a loué un petit magasin qui nous coûtait environ 80-90 euros de loyer. Et on a mis, j'ai coupé quelques meubles que j'avais chez moi, que j'ai transformés en étagères. On a acheté quelques produits qu'on a mis sur les étagères et c'est comme ça qu'on a commencé. Il n'y a personne qui nous a demandé quoi que ce soit. On n'a pas dû faire des montagnes de papier au début. On a commencé à faire fonctionner le magasin et pendant les 6 premiers mois, on a commencé à faire les 2-3 papiers qu'il y avait à faire, mais pas du tout embêtant. Alors là, la situation a un peu changé parce que nous, on est dans un secteur d'activité très spécifique, c'est-à-dire la cigarette électronique, donc il y a de la nicotine et autres. Donc maintenant, on est obligé de rendre des comptes au ministère de la Santé. On a un régent pharmaceutique qui est garant de nos bonnes pratiques face au ministère de la Santé, mais c'est parce que c'est un secteur d'activité très spécifique. Mais dans les 3/4 des autres secteurs d'activité, il n'y a pas énormément d'administratif à faire et c'est plutôt simple. Pendant qu'on parle de l'administratif, on peut aussi parler de ce qui est comptabilité. Ici, vous prenez un comptable. Nous, puisqu'on a plusieurs entreprises, on paye un peu plus cher notre comptable. On paye à peu près 1 100 000 par mois, ce qui fait 1 100 000. L'euro est à 8 300, donc ça fait 132 euros. Mais en général, pour une entreprise simple, c'est-à-dire une auto-entreprise, vous payez plutôt autour des 250 000 guaranis qui font une trentaine d'euros. Voilà. Donc pour pas vous casser la tête, c'est lui qui s'occupe de toute votre comptabilité et c'est ce qu'il y a de plus simple à faire. Franchement, pour 30 balles, je vous recommanderais pas de vous le faire vous-même. Vous pouvez le faire.
Il y a une plateforme relativement bien faite qui s'appelle Marangatu, où vous rentrez dessus et vous mettez toutes vos factures et ça vous dit combien vous devez. Franchement, je pense pas que ça vaille la peine de s'embêter à le faire soi-même pour aussi peu. Donc voilà, liberté d'entreprendre. Si vous avez une idée, vous avez un concept en tête, ce que je recommande souvent aux gens qui viennent, qui n'ont pas forcément de secteur d'activité, qui ont quelques économies, qui veulent venir s'installer, c'est de venir, de rester 6 mois, 1 an, de regarder un peu ce qui se fait ici. Et vous aurez forcément des idées de choses que vous voyez au jour le jour en France, en Belgique, en Suisse ou d'où que ce soit où vous venez et qui pourraient très bien fonctionner ici. Et à partir du moment où vous avez l'idée, la mettre en application, c'est assez simple. J'ai quelqu'un qui est venu me parler, un Français qui est venu me parler là, il y a de ça 2 semaines, qui voulait installer... bon, on va pas parler de son idée parce qu'on ne sait jamais, mais c'était quelque chose dans le sport et le divertissement. Et donc, il voulait mettre aussi une cantine dans son idée, on va dire, dans son concept. Faut pas dire exactement ce que c'est. Et il me disait, ouais, mais je vais juste prendre une licence. Je crois qu'il m'avait parlé de licence 2 ou licence 3 pour les alcools pas forts, juste de la bière, etc. Moi, j'étais là, mais ça n'existe pas ici. Tu peux vendre de la bière ou si tu veux vendre du whisky au même endroit, il n'y a pas des licences différentes. C'est beaucoup plus simple à réaliser. Bon, je vais pas trop me pencher sur le côté liberté et facilité d'entreprise, plus que ça, parce que sinon ça va prendre la moitié de la vidéo, ça va être peut-être un peu chiant pour les gens que ça n'intéresse pas. Alors là, j'ai un point que j'ai noté, ça pourra intéresser certaines personnes et d'autres moins, c'est la gestion de la pandémie. Ici, ça a été très très souple. On n'avait pas d'histoire de se faire des auto-attestations, ceci, cela. Ceux qui devaient sortir, ils sortaient. C'est bon quoi. Enfin, les gens faisaient un peu attention au début parce qu'on savait pas exactement de quoi il leur tournait. Donc les gens utilisaient des masques. Il y avait certaines personnes un peu plus préoccupées que d'autres qui faisaient leurs courses et les laissaient sur le palier avec du désinfectant pendant 24 heures pour après mettre les courses chez eux. Moi, je vous avouerai ne jamais avoir fait ça. J'allais au supermarché tranquillement faire mes courses. Je rentrais chez moi. Si j'avais besoin d'aller faire une course ou quelque chose, j'allais le faire. Il n'y a jamais personne qui m'embêtait. Indépendance énergétique. Alors, en ce moment, je sais que ça a l'air d'être un peu compliqué en France, où on disait aux gens, attention, faut pas utiliser trop de gaz, faut pas trop chauffer, faut pas trop ceci, faut pas trop cela. Si vous faites ce que vous voulez, si vous voulez laisser l'air conditionné allumé 24 heures sur 24, ou le chauffage quand il fait un peu froid, quoique c'est quand même pas très très souvent, vous faites ce que vous voulez. Il n'y a pas un flic qui va venir vous dire, ah monsieur, attention, vous avez laissé l'air conditionné allumé, ce n'est pas bien. Vous payez juste votre facture d'électricité et c'est tout. Et comme on est indépendant énergétiquement ici au Paraguay, on a 2 gros barrages. Un de Itaipu qui est entre le Paraguay et le Brésil et un autre qui s'appelle Yacyretá qui est entre le Paraguay et l'Argentine, qui ne fonctionne pas à plein régime pour le Paraguay. Le Paraguay revend son électricité au Brésil et à l'Argentine et utilise à peu près 20% de la capacité, de sa capacité à lui. Donc 20% de ces 50% qui lui appartiennent du barrage. Et le reste est revendu aux autres pays. Donc on a encore quand même pas mal de marge si jamais le Paraguay venait à grandir et à se développer beaucoup sur le point de vue consommation énergétique. On a de quoi voir venir dans le futur. On a encore un bon bout de temps. Alors, on a la facilité de résidence, donc de faire sa cédula et sa résidence. Résidence donc paraguayenne qui fait partie du Mercosur, donc dans tous les pays du Mercosur. Par exemple, demain, j'ai envie de partir en Argentine, je suis pas obligé de prendre mon passeport français. Je prends juste ma carte d'identité et je peux partir en Argentine, au Brésil, en Colombie et dans tous les pays qui font partie du Mercosur seulement avec la carte d'identité. Donc, pour les gens qui se sentent un peu fliqués par la France ou par les autres États européens, vous n'êtes pas obligé de mettre des tampons dans votre passeport. Vous pouvez juste vous promener avec votre carte d'identité et c'est quand même assez pratique. D'une, ça vous permet de, si vous êtes un gros voyageur, de ne pas remplir votre passeport de tampons. Et de deux, de ne pas être fliqué et que l'État français et autres institutions européennes sachent où vous vous trouvez à tout moment. Chose assez sympathique. Après, on a le coût de la vie, qui est quand même beaucoup plus abordable qu'en Europe. Quoique, ça a beaucoup augmenté sur les dernières années. Enfin, c'est pas sur les dernières années, c'est au fur et à mesure. Mais après, ma façon de le voir, c'est ça fait 22 ans que je suis ici, donc quand je suis arrivé, c'était vraiment, vraiment pas cher. Les Français qui viennent ici, même maintenant, trouvent ça toujours assez bon marché. Et ce qui est vraiment très peu cher comparé à la France, c'est les sorties. Vous allez au restaurant, ça vous coûte... un restaurant cher, ça coûte à peu près une vingtaine d'euros.
par personne. Je sais pas, pour une viande dans un bon restaurant, ça tourne plutôt autour des 10 €. Et après, si vous rajoutez, je sais pas, des boissons, etc., ça peut arriver autour des 20. Mais je vous parle d'un resto plutôt top qualité, pas une petite cochonnerie dans la rue. Un plat dans une cantine, ils appellent ça comme ça ici, des copétines ou des comedors, donc dans une cantine paraguayenne, c'est entre 15 et 20 000 guaranis à peu près, ce qui fait entre 2 et 3 €. Donc entre 10 et 20 €, c'est vraiment dans un restaurant top tier. Le cadre de vie, moi j'avais noté pays paisible, pas de catastrophe naturelle majeure. Alors les Paraguayens, souvent, avant, jouaient un peu un rôle de victime de oui, le Paraguay a un petit retard en développement par rapport aux autres pays, parce qu'on est un pays enclavé dans les terres, il n'y a pas d'accès à la mer, etc. Oui, c'est vrai, mais par contre, ça peut être une faiblesse comme ça peut être une force. Est en train de finir de se construire ce qu'ils appellent l'autoroute bio-océanique, qui va d'un bout du continent à l'autre, en passant par le Paraguay, en arrivant vers le Brésil. Donc ça fait Chili, Paraguay, Brésil, d'un côté à l'autre. Donc ça permet d'avoir des routes qui connectent les grands ports du Chili, comme Iquique par exemple, au Paraguay et au Brésil. Donc bien, assez pratique. Apparemment, ils veulent développer des routes pour faire arriver les marchandises de Chine au Chili, puisque évidemment dans ce sens-là, du Chili vers l'Amérique, enfin de la Chine, de l'Asie en général, vers l'Amérique du Sud, c'est plus court de passer par le Chili pour faire arriver les marchandises, alors qu'en général, ça arrivait plutôt en Argentine ou en Uruguay, qui sont de l'autre côté du continent. Ça fait faire tout un détour un peu compliqué. Là, ça va simplifier pas mal les choses. Autre point positif d'être enclavé dans les terres et de ne pas avoir de bord de mer, c'est qu'on n'a pas de typhon, d'ouragan, de ceci, de cela. Il n'y a pas de sismique très compliqué ici au Paraguay, on n'a pas de tremblement de terre ou quoi que ce soit. Et en étant au milieu du continent, on a quand même des facilités d'accès au Brésil qui est pas loin, à l'Argentine qui est pas loin. Mettons, vous êtes un gros vacancier, vous aimez prendre des vacances, vous aimez la mer. Vous pouvez prendre un vol à Rio, à Florianopolis, même dans le nord du Brésil, en Colombie, où vous voulez. C'est relativement rapide. Et si vous aimez aller à la montagne, faire du ski, vous pouvez aller en Argentine, vous pouvez aller à Bariloche, à San Martín, de los Andes, tous ces endroits-là qui ont des stations de ski. C'est pas loin non plus. Donc il y a vraiment de la variété de paysages et de destinations vacances à portée de main. Alors j'avais noté quelques points négatifs qui sont pas forcément les miens, hein. Ce sont des points négatifs que je recueille en général des gens, soit des Paraguayens, soit des étrangers qui viennent s'installer au Paraguay. Donc on parle souvent de l'infrastructure. Alors santé publique limitée. Alors c'est vrai que la santé publique n'est pas de la meilleure qualité. Il y a souvent beaucoup d'attentes, etc. Mais les gens, même les Paraguayens, hein, en général, prennent des assurances santé privées. Il y en a plusieurs. Parmi les plus connus, il y a Asismed, il y a Santa Clara, il y a plusieurs systèmes différents de couverture qui, pour le coup, la santé privée est quand même relativement bien faite et les hôpitaux sont assez neufs, en bon état, avec des bons équipements et des bons médecins. Il y a très peu de cas où les gens vont se faire soigner à l'étranger. En général, ce sont plutôt des cas qui ont à voir avec l'oncologie. Ou au Brésil, à São Paulo, il y a l'hôpital syrien-libanais qui est très connu pour son département d'oncologie. Les gens vont plutôt là-bas pour se faire traiter dans ces cas-là, dans les cas de cancer et compagnie. Mais pour le reste, le Paraguay peut vous offrir des traitements pour tout ce qui est santé qui sont de plutôt bonne qualité et il n'y a presque pas d'attente. Vous pouvez aujourd'hui, je sais pas, dire demain je vais aller me faire différents tests et vous aurez un rendez-vous pour demain ou après-demain par exemple. Donc je pense que pour les Français qui sont habitués à la sécurité sociale, ça peut vous faire drôle. Et je parle même de spécialité, hein, c'est pas forcément un généraliste. Administration locale, lenteur et manque de digitalisation. Alors il y a des gens qui se plaignent. J'ai vu des gens dire oui, l'administration paraguayenne est lente. Alors moi c'est pas du tout l'expérience que j'en ai. J'ai plutôt l'expérience contraire, que c'est plutôt rapide et c'est plutôt facile et il y a assez peu de paperasse à faire. Après le manque de digitalisation, oui c'est vrai. Il y a assez peu de papiers qu'on peut se fournir en ligne, mais comme ils n'en demandent pas beaucoup de toute façon, je ne trouve pas que ce soit spécialement un problème.
Alors, économie émergente. Alors oui, c'est vrai que question service, il peut manquer quelques petites choses, mais c'est justement là où moi je suis plutôt un positiviste et je vois le côté sympa des choses. Si vous venez et que vous trouvez qu'il y a des services qui manquent, vous pouvez les installer, vous pouvez les mettre en place vous-même. C'est ça le côté sympathique d'un pays en voie de développement, c'est qu'il y a encore plein de choses à faire. Exit tax. Alors dans certains pays, comme par exemple les États-Unis, vous pouvez avoir une imposition qui est, on va dire, accolée à votre passeport. Je crois que c'est en train de se discuter en France de faire une exit tax. Alors je sais pas si c'est encore, si c'est déjà installé ou pas, mais j'en ai entendu parler. Qu'au moment de partir, vous aurez soit 2 ans où vous devrez payer vos impôts encore en France, soit il y aura une taxe de laquelle vous devrez vous être quitté avant de quitter fiscalement la France ou le pays dans lequel vous vivez. Donc ça, c'est quelque chose où vous devez vous renseigner dans votre pays avant de partir. Et ça peut être un problème, mais qui n'est pas vraiment lié au Paraguay, en fait, qui est plutôt lié à votre pays d'origine. Alors, les relations internationales. Collaboration limitée avec les États-Unis en raison du passif d'Horacio Cartes et des liens entre Santiago Peña et sa banque. Alors, vite fait pour vous expliquer. L'ancien président du pays, pas celui actuel, pas celui d'avant, sinon le avant-dernier président, Horacio Cartes, est un homme d'affaires assez connu ici au Paraguay, propriétaire de beaucoup de business différents. Ça va de la cigarette jusqu'à la nourriture, la banque, enfin plein de choses. Donc Horacio Cartes a souvent été accusé d'être un narcotrafiquant avec plus ou moins de preuves. Je vous avouerai que je ne vais pas m'aventurer là-dessus et donner mon avis. Mais il a été accusé par plusieurs pays de ces choses-là, de narcotrafic donc, et s'entend très mal avec les États-Unis qui souvent demandent son extradition. Donc Horacio Cartes ne peut pas mettre les pieds aux États-Unis. Et le président actuel, Santiago Peña, était le directeur de sa banque, anciennement appelée Banco Amambay et désormais appelée Banco Bassa. Donc c'est un peu dans la lignée de ce qu'était la politique de l'avant-dernier président, puisque bon, vous comprenez bien que, à l'image de Macron, ex-employé de la banque Rothschild, vous imaginez bien qu'il doit sûrement garder des bons rapports avec son ancien employeur. Ben ici, on est à peu près logé à la même ancienne. Seulement que on n'essaye pas de vous taxer dans tous les sens et on vous laisse une certaine liberté d'entreprendre. Donc ça, quand même, ça permet de se sentir mieux dans le pays, d'avoir une certaine liberté de mouvement et d'entreprise. C'est quelque chose de plutôt bien, je trouve. Et le manque de collaboration avec les États-Unis qui veulent fourrer leur nez un peu partout, pour être honnête, je pense pas que ce soit du négatif, je pense plutôt que ce sera du positif. Mais après, ça dépend du point de vue de chaque personne. Et j'avais fait une petite conclusion. Donc, pourquoi prendre les devants pour faire sa résidence? Alors, anticiper un durcissement des lois par rapport à l'immigration. Alors, pour l'instant, c'est pas encore prévu qu'il y ait de durcissement, mais il y a eu déjà plusieurs changements de régime. Alors moi, quand je suis arrivé, quand on voulait avoir sa résidence, on faisait la résidence qui s'appelait résidence permanente, mais qui n'était pas vraiment permanente. En fait, tous les 10 ans, il fallait refaire tous les papiers de résidence. Au bout de quelques années, ça a changé. La résidence permanente, pour le coup, est devenue vraiment permanente. Donc, il n'y avait plus besoin de refaire tous les 10 ans la résidence. Seulement la cédula qui est valable, excusez-moi, pendant 10 ans. Après, ça a rechangé. Et là, on est avec une résidence temporaire de 2 ans. Enfin, 2 ans. 1 an et 9 mois, ou même un peu moins, parce que vous devez commencer à préparer vos papiers pour rentrer dans les délais des 2 ans. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez devoir redemander une résidence temporaire qui va vous coûter de l'argent pour après redemander la permanence. Donc, à faire attention avec ça. Donc, vu que ça a déjà changé 3 fois, on n'est pas à l'abri que ça change une 4e fois. Donc, pour l'instant, c'est assez simple et c'est assez peu coûteux par rapport à d'autres pays. Donc, autant en profiter. Ça vous permet d'avoir un plan B au cas où vous avez déjà votre résidence. Si jamais il se passe quelque chose dans votre pays où vous n'êtes plus vraiment aligné avec la politique, comme je dis, française, belge, suisse, luxembourgeoise ou que sais-je, ça vous permet de prendre votre cédula et vous pouvez venir ici et vous arrivez, vous n'avez même pas besoin du passeport, vous arrivez avec votre cédula et vous pouvez rentrer avec votre carte d'identité tout simplement. Alors ça vous permet aussi d'avoir une résidence et par la suite une carte d'identité, d'avoir certains droits, comme par exemple de travailler ici.
vous pouvez entreprendre, être employé, vous pouvez aussi être propriétaire, pas comme dans certains pays d'Asie comme la Thaïlande où vous devez passer par des holdings ou alors avoir des associés locaux. Ici, vous pouvez acheter quelque chose et être propriétaire 100% à votre nom. Vous pouvez investir, vous pouvez ouvrir des comptes en banque, tout ça avec la résidence et la carte d'identité paraguayenne. Alors j'avais noté aussi protection de la famille, parce que c'est vrai qu'il y a quelques aspects qui, selon ce que vous pensez, peuvent ne pas vous plaire sur l'éducation moderne en France. Ici, ça reste quand même un peu traditionnel, on va dire, sur les valeurs. Les gens sont gentils et ont plutôt des bonnes valeurs. Pourquoi le Paraguay plutôt que l'Asie en général, et plus particulièrement Thaïlande, Vietnam ou Cambodge? Alors c'est beaucoup plus facile. On a quand même, suite à la colonisation des Espagnols de l'Amérique du Sud, vous regardez les gens ici et vous voyez que le Paraguayen de pure souche, ça n'existe pas. Tous les gens qui vivent ici, ils ont soit des noms de famille d'origine espagnole, italienne, française. Donc du Paraguayen pure souche, il n'y en a plus vraiment. Donc il n'y a que des mélanges, comment on appelle ça? J'ai du mal à me souvenir du mot correct en français, mais bon, il y a eu des populations locales qui sont mélangées avec des populations immigrées européennes. Donc, votre tête ici ne va pas appeler particulièrement à se poser des questions, d'où vous venez, qu'est-ce que vous faites ici. Alors évidemment, quand vous parlez, en général, les gens ils vont se rendre compte, donc c'est là où ils vont vous poser la question, mais c'est toujours assez bienveillant. Bon, moi, en général, à force, avec le temps, l'accent, ils s'en rendent pas vraiment compte. C'est plutôt que je suis un peu grand pour la moyenne des Paraguayens. Donc, en général, on me demande, vous êtes descendant de quelque part? Non, je dis, non, je suis français, ça fait longtemps que je suis là. Ah, français, c'est sympa. Et alors, s'ils ont une petite anecdote, oui, moi, mon grand-père, il était espagnol, mon grand-père, il était italien ou français. Et c'est toujours assez bienveillant. Alors, la stabilité économique aussi est un argument assez intéressant. On n'a pas eu des méga inflations comme au Venezuela, comme en Argentine et d'autres pays autour. Et le Paraguay est assez stable économiquement. Alors oui, il y a de l'inflation, mais comme partout, hein, en France, il y a de l'inflation aussi. Et je crois que l'inflation française est peut-être pire que l'inflation paraguayenne. Ce serait intéressant de regarder les rapports des différentes banques centrales pour être sûr, mais on est plutôt stable. Il y a une hausse des prix, hein, comme je vous ai dit, surtout sur l'immobilier, mais c'est toujours raisonnable. Alors, surtout si vous sortez d'Asunción, vu que c'est une capitale, les gens qui s'expatrient arrivent plutôt sur Asunción ou Encarnación, sur ces grandes villes. Mais si vous allez à la campagne, et la campagne, il n'y a pas besoin d'aller à 4 heures d'ici, hein, la campagne, pour moi, c'est à une demi-heure, 1 heure, c'est déjà la campagne, et vous allez avoir des loyers divisés par 3, par 4. Et qui pour le coup sont vraiment bon marché. Et pour finir, je répète, cédula paraguayenne veut dire cédula d'un pays faisant partie du Mercosur, donc vous pouvez vous balader en toute liberté en Argentine, au Brésil, en Uruguay, dans tous ces pays-là, seulement avec votre carte d'identité. Donc c'est très très pratique. Voilà, donc pour aujourd'hui c'est tout. Je voulais faire un petit récapitulatif des côtés positifs et négatifs du Paraguay. Bon, moi, je suis peut-être un peu trop positiviste. Il y a peut-être des gens qui me diront non, moi je suis allé au Paraguay, j'ai trouvé que ça c'était pas bien, que ça c'était pas bien. Comme hier, j'ai vu une dame qui disait oui, où est-ce qu'on peut trouver du pain digne de ce nom? Parce qu'ici le pain c'est de la merde, c'est ceci, c'est cela. Si vous venez vous installer au Paraguay, essayez d'avoir une mentalité plutôt ouverte. Il y a des choses qui sont bien meilleures et d'autres qui sont pires. Évidemment qu'en étant français, si ce qu'on va chercher c'est du fromage, du pain et des viennoiseries, c'est sûr que vous allez être déçus. Par contre, si vous aimez manger de la viande, vous aurez une viande de probablement bien meilleure qualité et à un prix beaucoup plus intéressant qu'en France. Et il y a de la nourriture très très intéressante et variée ici. Donc évidemment qu'il faut un peu changer ses goûts. Parce que du bon pain, vous pouvez en trouver aussi hein, si vous êtes un fou du pain. Mais c'est vrai que tout de suite, vous allez devoir vous fournir dans des boutiques spécialisées qui n'auront pas vraiment le prix du pain local, mais qui coûteront 3-4 fois plus cher. Donc, il faut savoir aussi s'adapter et apprendre à connaître les marques locales pour pouvoir dépenser. Je vous dis pas comme un local parce que ce sera peut-être impossible,
Je pense que je suis ce qu'il y a de plus proche de ce qu'on pourrait appeler un local, parce que je suis venu ici, j'avais 12 ans, ça fait 22 ans que je suis ici. Donc ma vie, c'est ici. Hein. Moi, je suis presque plus paraguayen que français. Mais c'est vrai qu'avec un SMIC paraguayen, je pense que je n'arriverai pas à vivre. Donc, je vous dis pas vivre comme un local, mais essayer d'adapter ses achats quand même le plus possible pour pas dépenser des milliers et des cents dans l'alimentation. C'est possible de le faire et de qualité, mais il faut un peu adapter son panier des achats. Voilà. Donc, quoi que ce soit, si vous avez des questions que vous vous posez de certains thèmes que je n'ai pas abordés dans cette vidéo ou que vous êtes intéressé à faire votre résidence ici au Paraguay, n'hésitez pas à nous contacter, soit par WhatsApp, soit par mail. Tous les liens sont dans la description et vous pouvez aussi nous contacter par notre site web resideparaguay.com. Voilà, donc peut-être à bientôt ici à Asunción au Paraguay.